J'en profite pour remercier toute l'organisation du festival, tous les gens qui ont participé à la gestion et à l'accueil exemplaire. Donc, merci particulièrement à Honorine et Johanna. Merci aussi aux intervenants d'être ici. On a une équipe pluridisciplinaire et je crois que ça correspond très bien, en fait, au travail dans le patrimoine. N'étant pas une discipline nécessairement en soi, je crois que tout le monde qui intervient dans le patrimoine vient de différentes disciplines, différents contextes. Et je crois que c'est l'ensemble de ces visions-là qui rend notamment les interventions ou les créations plus riches. Donc, on aura notamment l'occasion d'en reparler avec Valeria Moretti, qui est ici, qui est anthropologue et archéologue notamment, et qui travaille en collaboration avec Donato. Cette table ronde, je crois qu'elle est en fait peut-être une sorte de parapluie avec toutes les autres tables rondes qu'on a vues précédemment. On a vu que le patrimoine est un thème qui est assez transversal dans le vidéomapping. Quand on parlait de son, quand on parlait des écritures, quand on parlait du rayonnement culturel et touristique. Donc, le patrimoine est un élément clé de dynamisation du territoire, de rayonnement culturel. Et je crois que dans la description de la table ronde, quand on parle du vidéomapping pour dépoussiérer l'idée du patrimoine, je crois que de moins en moins, on a cette vision du patrimoine comme étant les vieilles pierres et patrimoine poussiéreux, justement. Et c'est des interventions créatives comme celle des vidéomappings qui peuvent servir à peut-être revaloriser un patrimoine oublié, peut-être jouer dans certaines strates mémorielles d'un édifice, ou encore donner une nouvelle lumière sur un lieu, ou encore on parlait de micro-mapping ou de mapping dans les musées. Alors, il y a toutes sortes de façons d'intervenir dans le patrimoine avec le mapping. Et c'est ce qu'on va voir, j'espère, dans cette table ronde. Donc, j'attaque directement avec un extrait de vidéo qui va peut-être commencer à lancer les discussions. Et je parlerai par-dessus. Donc, c'est un mapping qui est un peu dans la ligne de ce qu'on a vu précédemment, qui sont des mappings spectaculaires et événementiels, non? C'est l'Ode à la vie, mapping qui a eu lieu sur la Sagrada Familia en 2012. Et j'ai choisi cet exemple parce que ça fait le pont un peu entre mes deux villes, ma ville de naissance, Montréal, avec la compagnie Moment Factory qui a conçu, produit ce mapping, et ma ville d'accueil, Barcelone, où je vis et je travaille maintenant. Donc, cet exemple représente un peu peut-être la synthèse aussi de ce que les intervenants font. C'est-à-dire qu'ici, on a utilisé un édifice iconique. En fait, c'est un patrimoine qui mérite même pas d'introduction. Non? Tout le monde connaît la Sagrada Familia. C'est un des sites touristiques les plus importants en Catalogne et même dans le monde. Et on a utilisé donc cet édifice autant comme support que comme matériau de création. Donc ici, Moment Factory a fait un travail de recherche préliminaire pour décider de faire ressortir en fait le travail de Gaudi sur la couleur. Alors, ils ont utilisé dans ce mapping beaucoup la couleur dans l'idée de processus créatif d'Anthony Gaudi. On voit ici le trencadis, qui est une technique de céramique brisée et recollée qu'on peut voir notamment au Parguel, qu'ils ont intégré dans la Sagrada Familia. Alors, ils parlent non seulement du processus formel de la création, parce que c'est projeté sur la façade de la création de la Sagrada Familia. Sinon, il parle aussi du processus créatif même de l'architecte Anthony Gaudi. Alors, sans plus tarder, je voulais en fait passer la parole à Albert Sierra, qui peut justement nous parler dans un autre contexte cette fois-ci, plutôt pas dans l'événementiel ponctuel, mais dans un exemple
une intervention muséographique, donc le vidéomapping qui sert dans un équipement patrimonial de façon permanente. En fait, je vais le laisser expliquer cet exemple, mais je crois que, selon moi, j'aimerais beaucoup vous entendre parler de cet équilibre entre la création artistique spectaculaire et la médiation du patrimoine. Donc, comment on transmet cette histoire du lieu et ce processus qu'il y a derrière aussi. Merci beaucoup. I will talk in English, I'm sorry, but my French is worse Donc, than my je vais parler en anglais, malheureusement, parce que voilà, mon français est assez limité, malheureusement. Je m'en excuse. Donc, moi, je suis historien et je travaille pour le gouvernement de Catalogne. Et ça fait maintenant 25 ans que j'officie pour eux et je suis en charge de la communication entre tous les travaux qui sont menés dans l'entreprise, en fait, les travaux pour les 5 dernières années. Donc, dans le cas de ce projet qu'on a pu observer, je vais vous parler en fait plutôt des outils en fait qu'on a décidé d'utiliser, qui ont permis en fait de transformer, de changer la configuration de l'édifice. En fait, on a un bâtiment en fait qui date du XIIe siècle et c'est et en fait, il est recouvert de fresques qui ont été réalisées au XIIe siècle et qui ont été... Et en fait, au XXe siècle, en fait, ces fresques ont été révélées au grand jour par une équipe qui a été en charge de la rénovation de l'édifice. And they rebought the rights and transferred the paintings to Barcelona, to the actual museum. Et en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils se sont chargés de la rénovation des fresques et ils ont travaillé en laboratoire pour pouvoir avoir un bon rendu. Et une fois que le travail était terminé, en fait, ils les ont réapposés sur le monument d'origine. Donc, comme vous pouvez voir, en fait, dans cette église, il retirait en fait à peine 2 ou 3 mm de la fresque. Comme vous pouvez le constater en fait dans cette image à l'écran. En 2010, sur l'édifice original tel qu'il est, en fait, il y a énormément de détails de la fresque qui sont encore présents. Donc, et ce qu'on a choisi de faire, en fait, c'est de restaurer la plupart des détails de la fresque. Et ça a été un projet vraiment compliqué, en fait, à cause de l'humidité qu'il pouvait y avoir dans l'édifice, et puis la détérioration des murs. Et on a profité en fait que le nombre de visiteurs soit un petit peu sur le déclin, parce que ça nous a permis d'avoir un peu plus de liberté pour pouvoir entreprendre ce travail de rénovation. Donc en fait, on a fait travailler des historiens, des archéologues, pardon. Et on a construit en fait ce projet et ça nous a permis en fait de développer ce projet de transfert de technologie. Et on a voulu créer une copie virtuelle de la fresque et des couleurs, des détails de couleurs. Et on avait travaillé en fait sur un projet qui était un peu similaire dans une cathédrale française. Et on a commencé à travailler donc on a travaillé cette idée de copie virtuelle, comme vous pouvez le voir là sur l'écran. Et en fait, on a travaillé sur un cycle de 30 minutes qui permet aux visiteurs de pouvoir admirer l'église sans les fresques et avec les fresques.
En fait, le travail qu'on a proposé, c'est de voir l'église à nu, sans les fresques, avec les fresques qui ont été rénovées grâce au programme de conservation, et ensuite l'église telle qu'elle a pu être présentée lors de son inauguration il y a de ça plusieurs siècles. Donc voilà, ça c'est le résultat final. Comme vous pouvez voir, en fait, sur la gauche, il y a en haut un chien qui fait partie de la véritable fresque. Et sur le résultat final, en fait, on a un mélange de la fresque originale plus le programme de projection qui a pu être apporté pour pouvoir rehausser et proposer en fait la fresque comme elle pouvait l'être à l'époque. Donc c'est un mélange en fait d'un travail virtuel et un travail physique. Et ce qu'on propose en fait, c'est quelque chose de vraiment réaliste, comme si c'était réel. On veut s'attacher à présenter quelque chose le plus réel possible. Je vais vous montrer un petit making-of, et après vous pourrez vous faire une meilleure idée du travail qu'on propose. Donc là, en fait, c'est lorsque nous avons retiré la fresque. Ça nous a pris 4 mois. Nous avons scanné l'espace. Nous avons pris un tas de photos de la fresque et intégré le processus de 3D. Et en fait, voilà, commencer à travailler à partir des informations que nous avons emmagasinées sur le projet 3D. Donc on a procédé par couches qu'on a superposées et qui permettent en fait de rendre un travail d'animation. Techniquement, en fait, c'est pas vraiment quelque chose de très sophistiqué parce qu'on a utilisé que 6 projecteurs, mais on a travaillé également sur une bande sonore, une bande originale. On a pris une semaine en fait pour pouvoir enregistrer les différents instruments et on a essayé de recréer en fait des sons qui étaient vraiment très réalistes, comme par exemple un mur qui craque ou et la bande son fait partie intégrante en fait du projet de mapping. Quand nous avons commencé à travailler en fait avec les designers et puis les spécialistes du mapping, on a constitué en fait une liste de règles qu'il nous fallait respecter. Et on voulait individualiser l'iconographie, les différentes silhouettes, les différents personnages. Il était vraiment très important aussi pour nous de comprendre comment la fresque avait été fabriquée, respecter un maximum la qualité artistique de la fresque et proposer quelque chose en fait de transparent en termes de rendu pour que ce soit le plus neutre possible pour le visiteur qui allait admirer le résultat final. Dans les premiers scripts qu'on avait écrit, en fait, on s'était permis d'extrapoler un petit peu, de proposer des choses qui étaient un peu plus sophistiquées, mais finalement, en fait, on est revenu sur une approche plus basique. On a une écriture qui est simple, mais on ajoute des effets discrets. Peut-être amplifier le son, s'il vous plaît.
just the final moment of the mapping, because J'aimerais bien vous montrer en fait les dernières minutes du mapping. because when it's done, there is a beam of light. Parce qu'en fait, voilà, sur la fin, il y a un thème avec la lumière. Et en fait, c'est un petit effet qui est simple, mais qui fait bien son effet, qui fonctionne vraiment très bien. Et donc, vous avez un show qui dure 25 minutes, et puis sur la fin, en fait, les 5 dernières minutes, en fait, vous découvrez l'église à nu. Et en fait, c'est comme un cycle. Ça permet en fait de voir une évolution, de voir les transformations. Et on voulait vraiment retransmettre les phases, et je pense qu'on a réussi à avoir quelque chose de très pas mal de succès. Oui, je pense que vous avez bien réussi à créer un bon équilibre entre l'effet artistique, la création, et tout en respectant en fait la configuration du site et respectant en fait ce qui restait de l'édifice d'origine, tout en ajoutant en fait une valeur ajoutée. Lorsque le visiteur en fait rentre à l'intérieur de l'édifice et découvre les restes de la fresque, en fait, il ne doit pas s'inquiéter de ce qui a été perdu, mais être satisfait de l'édifice dans l'état dans lequel il est, et puis ne pas s'inquiéter, parce que de toute façon il va être amené à redécouvrir l'édifice d'origine et ce qui a pu exister à l'époque. Et dans le cas de Glow Up, vous avez travaillé aussi dans le patrimoine, et vous avez mis au point des objets, des outils pédagogiques pour les gens qui n'ont pas vraiment, qui n'ont pas forcément accès en fait, qui sont pas capables de visiter. En fait, vous proposez en fait une approche sur le patrimoine et les outils et le côté pluridisciplinaire du travail collectif, et comment en fait, moi ce que j'aimerais bien, ce que vous m'expliquez, c'est comment un anthropologue peut apporter en fait sa pierre à l'édifice sur un projet du mapping et parler du patrimoine, partager le patrimoine. Bon, personnellement, en fait, il va falloir que je vous parle un petit peu de ma vie, de mon parcours. Moi, personnellement, en fait, j'étais étudiante et je travaillais en fait sur un site archéologique vraiment incroyable. Et en fait, le problème, c'est que nous, on était absolument étonnés, époustouflés par les recherches qu'on pouvait entreprendre, mais on s'est demandé en fait comment est-ce qu'on va pouvoir partager ça avec autrui, avec le public, et puis pouvoir partager en fait. Et par exemple, moi je me suis mis à la place de ma famille, ma mère, ma grand-mère. En fait, ce ne sont pas des gens qui vont être intéressés par des rapports scientifiques. Donc et les gens ne sont pas forcément intéressés par les rapports scientifiques, et j'avais vraiment envie de communiquer, de partager, cette envie de partager sur ce que nous faisons. Et à un moment donné, en fait, je me suis posé vraiment la question, comment je vais pouvoir partager ça? Et j'ai révisé mon parcours. Je me suis dit, bon, ok, très bien, je suis quelqu'un d'épanoui, je suis une scientifique, je suis archéologue, mais je pense qu'il va falloir que je fasse un travail peut-être sur la communication, le design, et j'avais vraiment ce besoin de communiquer. Je ne suis pas une experte en ce qui est les arts digitaux, et j'avais vraiment cette intention de retransmettre en fait notre savoir. C'était vraiment pas quelque chose de simple, mais ça représentait tout pour moi. Donc j'ai
J'ai travaillé avec Dr Magnalo qui j'ai travaillé avec des gens et on se comprenait pas forcément au départ, mais finalement en fait on a créé un panel, en fait un département de recherche. Et je pense que c'est peut-être le projet le plus ambitieux et le plus intéressant dans lequel j'ai pris part, parce que ça... Et cette fresque, en fait, pour moi, elle est absolument incroyable, parce qu'en fait, on a des chevaliers, on a des chevaux, et cette frise, en fait, que vous pouvez voir à l'écran est... Et en fait, moi, ce qui me chiffonnait un petit peu avec cette fresque, en fait, c'est qu'elle partait du Parthénon, en fait, et elle exposait, l'original, en fait, est exposé en Grande-Bretagne. Et pour moi, c'était un petit peu triste, parce que les gens qui sont en Grèce, n'avaient pas forcément l'occasion de pouvoir l'admirer. Donc, ce que j'ai fait, en fait, on a travaillé sur une copie. Donc, une copie à échelle... en respectant l'échelle normale, et on a essayé d'analyser tous les détails, toutes les spécificités en fait de la frise, et surtout en fait le travail de couleur, parce que l'art classique en fait n'était pas blanc. Les gens ont cette idée qu'en fait il était complètement blanc, mais en fait non, il était recouvert de peinture et de couleurs, et il fallait justement, moi je voulais prouver aux gens que finalement ce n'était pas le cas, et qu'il y avait l'aspect colorisé à prendre en considération. Donc j'ai fait énormément de recherches sur les pigments, et c'était vraiment c'était plutôt simple finalement en fait de recréer les couleurs, et de proposer un travail de narration, et avec un simple élément, en fait, un petit élément de la frise, en fait, que ça nous permettait de retranscrire, de transmettre en fait un élément de l'histoire. Et j'avais pas forcément les compétences de pouvoir vraiment travailler sur les pigments et pouvoir travailler sur ça, mais grâce à Donato, en fait, on n'a pas le même savoir, mais on avait le même besoin de communiquer, et c'est ce qu'on a fait dans ce cas précis. Et Donato, quelle est la partie qu'est-ce que vous avez, quelle a été votre contribution en fait sur ce mapping en particulier, sur ce projet? Comment est-ce que le mapping vous a permis de mettre en avant le patrimoine? Est-ce que c'était une approche qui était plus artistique, ou est-ce que c'était une... Alors pour ma part, en fait, j'ai commencé avec dans ma carrière, en fait, j'ai commencé ma carrière sur du vidéomapping artistique, et grâce à mes études d'architecture, je pense qu'en fait pour le mapping, j'avais besoin de me renouveler, et grâce à quelques extraits en fait de vidéomapping qu'on a pu développer dans mon studio, on a fait des essais, et on a réussi à communiquer en fait et à partager avec autrui une histoire liée au patrimoine. Moi, je me suis focalisé sur la partie technique, et pour moi, c'est vraiment très important en fait le mapping, en fait, il faut vraiment comprendre que c'est la partie finale en fait du projet. Et il faut vraiment prendre en considération le fait que la mission est amenée à changer avec le temps, et comme la perception qu'on peut avoir du projet. Et j'ai travaillé en fait avec... j'ai
en fait pris pas mal d'échantillons photographiques qui m'ont permis de créer et d'aboutir sur une modélisation de la frisque en 3D. Et j'ai obtenu en fait des blocs digitaux. Et ce qu'on a fait en fait, c'est vraiment partager une émotion. Et c'est ce que le mapping en fait, c'est le but même du mapping en fait. Transmettre une émotion. Et c'était vraiment, ça a été possible en fait avec un travail collaboratif avec l'université de Naples. Et ça a été une possibilité. On a pu en fait constater et voir de nous-mêmes en fait la réaction des gens et c'est vraiment très intéressant de voir leur réaction et puis de leur présenter aussi un petit peu le travail qui a été fait en amont grâce à un making-of. Donc on a commencé avec des modèles en 3D et en fait vraiment très simples. On les a réalisés à partir de nos téléphones portables. Je pense qu'en fait, pour moi en fait, c'était une idée. Mon idée de base de proposer en fait le musée du futur. Et le musée du futur pour moi, c'est pas juste regarder des fresques anciennes, sans la couleur. Pour moi en fait, c'était révéler en fait la beauté et le point de départ, en fait, en studio, c'était vraiment de travailler sur l'héritage, le patrimoine culturel. Et je vais vous parler en fait d'un festival qu'on a organisé pendant 4 ans, 4 années consécutives. Et ce festival est vraiment intéressant parce qu'il m'a permis de comprendre les possibilités des nouvelles techniques qui sont proposées et qui sont possibles de nos jours. En fait, quand on parle de vidéo mapping, c'est un contexte qui est international, mais en Italie en particulier, ces technologies, elles ne sont pas forcément utilisées et pas forcément populaires. Et quand on a commencé, il y a 5 ans avec ce festival en particulier. J'appelle ça un festival, mais à vrai dire, pour la première édition, c'était pas forcément un festival à proprement parler, à savoir qu'en fait c'était vraiment une opportunité pour moi d'utiliser les sites du patrimoine de l'UNESCO. Ça s'appelle la ville blanche, la cité blanche. Et les murs sont recouverts de cette peinture blanche qu'il était vraiment très amusant en fait de pouvoir recouvrir et de proposer un projet ambitieux. Chiostro di San Francesco, the cloister, a small museum. Et donc il y avait le cloître de Saint-François d'Assise, qui est un musée qui comporte un pont central. Et on a commencé en fait à utiliser ce cloître et ce pont en fait et on a proposé en fait une explication sur les changements en fait historiques et sur une approche artistique en fait à partir de ce monument en particulier. Donc on a créé en fait des résidences sur le mapping, des projets collaboratifs et en fait on a c'est intéressant parce que on voit que dans vos interventions, on parle d'absence, d'accessibilité aussi. Et je me demandais peut-être, M. Ligaud, si dans votre travail, vous pensez, qu'est-ce que vous pensez le mapping comme aide à la démocratisation de la culture, peut-être? Vous me parlez d'un projet au Palais de Tokyo où les œuvres d'art sortent
sortent de l'édifice et donc vous le diffusez et donc justement ça peut atteindre un plus grand public, pas nécessairement qui viennent dans ces institutions culturelles. J'aimerais vous entendre sur ça. Oui, en fait, on travaille sur un projet qui est maintenant en place. Après, il faut qu'on le fasse progresser. En fait, le principe, c'est d'essayer de sortir des œuvres des musées. Il y a beaucoup de musées qui ont des œuvres scannées dans des très très hautes définitions et tout est rangé, soit dans des fichiers, soit dans des caves. Donc l'idée, c'était d'exhumer un peu ça et puis de les sortir de leur contexte. Un projet qui s'appelle Les œuvres hors les murs. La formule hors les murs est assez souvent utilisée. Le principe, c'était de trouver des supports, alors sur notre terrain de jeu principal à Paris, de trouver toute une série de lieux où on pouvait accueillir des gens ponctuellement pour leur présenter des œuvres, éventuellement avec un spécialiste ou un commissaire d'exposition qui explique aux gens du quartier voilà ce que dit cette œuvre, voilà ce qu'elle explique, etc. Il y avait eu des témoignages extrêmement intéressants quelques années après l'ouverture du Louvre-Lens, de gens qui ne s'étaient pas spécialement passionnés pour l'art et qui se passionnaient grâce à ça et qui devenaient même des spécialistes sur le sujet. Donc voilà, c'est une application parmi d'autres qu'on essaye de faire avec le mapping. Et en fait aussi, vous travaillez beaucoup avec les musées comme support. Dans la continuité avec les exemples qu'on a vus antérieurement, où il y a beaucoup de mapping sur les cathédrales, non, qui sont un peu le monument par excellence patrimonial pour y projeter des mappings, pour un peu faire ce lien passé-présent. Est-ce qu'on pourrait dire que les musées maintenant sont les cathédrales du 21e siècle? Est-ce que ça serait comme le monument emblématique, iconique, qui donne un peu ce matériau? Non, je pense pas. Je pense que même si on a du mal parfois à se rappeler qu'on a un patrimoine formidable et qu'à tous les points de vue, il faut qu'on les entretienne, qu'on les valorise, je pense que les cathédrales, voilà, on ne peut pas tout mélanger. C'est un sujet qui est un peu particulier, les cathédrales, parce que dans notre histoire, en fait, nous, on est un atelier de scénographie qui existe depuis une trentaine d'années, qui s'appelle ATEM au départ, et on s'est rapproché d'un autre atelier que certains connaissent peut-être, qui s'appelle Scherzo. On a créé ensemble ATEM et Scherzo. Et Scherzo avait une particularité, et pour nous, en tout cas de l'extérieur, un vrai talent de recherche lorsqu'on allait travailler sur des cathédrales. Il y a une histoire, il y a une recherche iconographique, il y a des débats sur des sujets de couleur, des sujets de chronologie, etc. Et l'équipe de Scherzo, pendant une trentaine d'années, a travaillé sur ces sujets d'une certaine façon, puis finalement a fini un peu par reproduire assez souvent les mêmes schémas. Mais on était dans un contexte où il y avait un souhait des commanditaires d'avoir quelque chose qui raconte une histoire, qui raconte l'histoire d'un bâtiment, qui raconte finalement l'histoire de ses habitants, etc. Je pense que pour les musées, on est dans un contexte qui est très différent, qui est plus à essayer de trouver des solutions pour valoriser les œuvres qui sont visibles dans ces musées ou les artistes qui sont soutenus par ces musées. Est-ce que vous vouliez rajouter quelque chose? Non? Est-ce que vous croyez que quand on intervient sur un édifice patrimonial comme une cathédrale qui a une histoire, qui a d'ailleurs, un édifice patrimonial en soi, c'est un édifice qui est déjà chargé de signification. Beaucoup, c'est patrimonial parce qu'on y ajoute des valeurs, parce qu'on a décidé collectivement d'ajouter soit une valeur historique, symbolique, esthétique. Donc, est-ce que le langage qui est utilisé, le contenu qui est projeté, selon vous, doit être intimement lié au lieu? Et est-ce qu'il y a une possibilité de renouveler aussi ces langages-là qu'on voit très souvent, non, de remarquer les lignes de la structure ou encore de faire effondrer et rebâtir le bâtiment? Est-ce que maintenant, on pourrait penser à une autre sorte de langage qui vient jouer avec ces valeurs patrimoniales?
Oui, c'était un petit peu, c'est un peu ce qu'on a constaté lorsque nous, atelier de Céno, pas dans le mapping, on intégrait un atelier de Céno dans le mapping, c'est qu'on était un peu toujours sur les mêmes schémas. On raconte une histoire, on retrouvait un peu Ken Follett, les piliers de la Terre, le bâtiment s'écroule, est reconstruit, et puis c'est la fête, et puis il y a des moments de tristesse, etc., etc. C'était toujours un petit peu le même modèle. Là, on est dans raconter l'histoire. On peut aussi être sur une approche qui soit purement architecturale. Donc effectivement, les lignes sur les bâtiments, etc. Ça s'est fait, mettre des grandes couleurs, je pense qu'il y avait... moi, je pense que le mapping, d'abord, c'est une technique, c'est pas un art, et que c'est une technique qui est... on est vraiment au début. Si vous mettez le mapping dans les mains d'artistes, en leur expliquant que les contraintes techniques, finalement, n'en sont pas, n'importe quel artiste peut faire des choses extraordinaires sur un bâtiment. Et lui aura une approche qui peut être didactique, mais qui peut l'être moins. Ça peut être juste un geste en mode doux. Ça peut on veut pouvoir faire passer une émotion. On n'est pas forcément sur raconter une histoire chronologique, ou bien, comme on doit le faire parfois, on l'a fait pour le spectacle du 31 décembre à Paris, essayer d'organiser une série de tableaux pour faire passer les messages d'une municipalité. Je pense qu'il y a plein de sortes de mapping. Et cantonner le mapping à ça, ce serait comme se dire, dans cette télévision, on ne peut voir que tel type de film. Ou dans ce cinéma, sur cet écran, on peut voir que tel type de film. Tout ça pour dire que je pense qu'on a une énorme marge de progression, qu'il y a des artistes, nous on travaille de plus en plus avec des artistes qui n'ont jamais travaillé le mapping, que ce soit des danseurs, ça on a vu quelques exemples, un tatoueur avec lequel on commence à travailler, des gens qui font des collages, des gens qui ont d'habitude un terrain de jeu qui n'a absolument rien à voir avec le mapping, ça les intéresse de venir expérimenter des choses là-dessus. Il y avait... je crois, l'ethnologue Daniel Fabre qui parlait des émotions patrimoniales. On en a parlé aussi ce matin, donc de l'importance de l'émotion et de la construction de sens. Je crois que dans le patrimoine, c'est d'autant plus pertinent parce que le patrimoine vient interpeller non directement nous, en tant que société, comment on se définit, c'est pour ça, je crois, que dès qu'on intervient sur un édifice, on veut le démolir, ça suscite des passions, souvent. Le mapping, c'est une façon aussi d'intervenir qui est réversible, donc c'est pas un geste qui est permanent, peut-être que ça laisse plus d'acceptabilité aussi, plus de liberté. Quelle place vous donnez à l'émotion et comment vous la travaillez quand vous intervenez dans le patrimoine? Par exemple, donc pour notre cas, en fait, comme je l'expliquais tout à l'heure, on voulait pas en fait partager de. On ne voulait pas de mots en fait, donc c'était une approche qui était complètement émotionnelle sur le mapping et qui permet en fait de combler les gens d'un point de vue émotionnel, leur apporter du bonheur, susciter une émotion, et puis aussi soulever des questions en fait qui pourraient éventuellement, qui vont être amenées et peut-être les amener à trouver des réponses. Et je pense que le vidéo mapping en fait pour nous c'est une façon vraiment importante et intéressante de pouvoir transmettre l'information et une approche qui est plus émotionnelle. Et c'est pour ça qu'en fait, voilà, pour nous, le video mapping, c'est la façon la plus convaincante de pouvoir faire cela, de transmettre une information. Et moi, je l'ai vu faire de manière qui était peut-être un peu frustrante, mais moi, voilà, en fait, susciter l'émotion, certes, mais en fait, il fallait que ça puisse, en fait, que ça puisse soulever des questions. And what about you in your work? Do you use pour vous, en fait, est-ce que dans votre travail, vous utilisez l'idée de l'illusion, de la magie? Comment est-ce que vous suscitez l'émotion? Comment est-ce que vous traduisez le patrimoine pour en faire une expérience collective?
Bon, je vais essayer de répondre. En fait, oui, bien évidemment, nous devons travailler sur le côté émotif, parce qu'en fait, le patrimoine suscite l'émotion et on a tous, en fait, on est tous rattachés, en fait, à l'héritage au patrimoine d'une façon ou d'une autre. Et dans notre cas, en fait, pour ce qui nous concerne, en fait, ce qu'on a voulu faire, c'est travailler sur une approche un peu plus sobre. Donc, on a travaillé sur une petite maquette qui symbolisait l'endroit, et donc en fait c'est un site de l'UNESCO. Donc la mine d'Alembert en fait, et vraiment susciter en fait le côté émotionnel, mixé émotionnel et patrimoine. Et en fait, pour jouer avec les émotions en fait sur ce site de l'UNESCO, il fallait avoir une approche qui était peut-être un peu discrète, pas quelque chose de vraiment trop lourd. Et en fait, d'où l'intérêt en fait de travailler sur un travail d'anthropologue, parce qu'en fait, j'avais énormément d'idées en fait en tête. Je me suis documenté, j'ai regardé des documentaires. Je me disais, oui, je peux participer à la restauration du site, je peux faire cela, mais finalement, en fait, après une semaine de travail, en fait, il a fallu que je change mon fusil d'épaule, changer mon approche, parce qu'en fait, je me suis rendu compte de l'importance de l'émotion et Et c'était vraiment important pour moi de retransmettre en fait les sentiments que peuvent éprouver les gens qui travaillent en fait sur le site. Donc c'est ça que je voulais partager avec le public, et en fait on a décidé en fait d'utiliser en fait une voix off pour en fait par rapport via la narration en fait pouvoir susciter en plus l'émotion en fait. Donc en fait le fait que les mineurs s'expriment en fait ça a rajouté en fait au caractère émotif, et en fait c'est donc j'ai travaillé en fait avec un mineur en fait, et ce qu'il a fait en fait qu'on a commencé à faire pour démarrer le travail, c'est qu'on a pris il m'a demandé un papier, un crayon. Il a transcrit en fait ses mémoires, ses émotions sur papier, et en fait je lui ai parlé d'un livre en particulier que j'avais lu, et ça l'a fait sourire un peu parce qu'il me disait c'est loin le livre est loin de contenir toutes les informations et tout ce que je pourrais moi vous raconter. Donc pour moi en fait c'est vraiment très intéressant de se documenter, de travailler en fait des documents sources, de travailler à partir d'écrits, et en fait, lors du travail de modélisation, quand on travaille sur la maquette, en fait, on va retranscrire ça, on va le travailler sous divers aspects, en fait, pour pouvoir transmettre l'émotion. Et vraiment, j'insiste, en fait, c'est une approche qu'on a vraiment décemment décidé de retranscrire de manière sobre. Quand on travaille avec les enfants, c'est vraiment très intéressant parce qu'en fait, on peut justement développer ça davantage, travailler avec la musique, travailler avec... Et par exemple, en fait, j'ai travaillé avec Pierre et le Loup à Prokofiev. Peter and the Wolf, I think in English. No? Pierre et le Loup, oui. Et en fait, on a essayé de trouver une approche didactique, mais en fait, dans le cas de la mine, en fait, on ne pouvait pas particulièrement, ça n'avait pas forcément fonctionné, en fait. Et je pense que chaque bâtiment, chaque monument, chaque édifice, en fait, aura son propre potentiel émotif, et il faut vraiment s'adapter. Et en fait, il faut vraiment se focaliser sur le sujet et vraiment se documenter un maximum pour pouvoir retransmettre quelque chose et peut-être
proposer une approche didactique. On va changer d'échelle de l'humain du minier aux architectes, des architectures spectaculaires sur lesquelles on intervient. Donc, merci beaucoup. Pour revenir au projet, comment on fait pour intervenir sur un édifice qui est déjà spectaculaire et qu'on lui rajoute une couche de spectaculaire par-dessus? Je crois qu'à chaque fois, il faut accompagner en fait. Là, dans le cas de figure, on a accompagné une exposition qui était le décrochage du MoMA à Paris. Donc on trouve Klimt, Signac, Boccioni, Mondrian et Space Invaders. Ce qui est intéressant sur ce projet, c'est que on nous a expliqué plein de fois qu'on ne pouvait pas projeter sur du verre, qu'il y avait que fallait pas chercher la complexité, fallait pas chercher des sites complexes, que ça marcherait pas. Et en fait, on se rend compte que ça peut bien fonctionner. La difficulté sur ce genre de projet, c'est de ne pas trahir l'œuvre de l'auteur. Donc on se met un peu la pression parce qu'on a un commissaire d'exposition à chaque fois. Et puis ensuite, on a tous les ayants droit qui doivent pouvoir valider chacun des projets. Donc c'est un gros challenge, mais ça permet de démontrer que quel que soit le support, quel que soit le sujet, même les sujets auxquels on ne touche pas, là, on a validé donc ces sujets-là avec des gens qui sont vraiment des puristes de chacun des artistes, et il faut faire très attention à ce qu'on fait. Sur une exposition, une petite vidéo qu'on peut peut-être montrer sur Gauguin, là ça a été encore plus compliqué parce que il fallait qu'on valide, c'était une volonté de notre part, de monter le projet avec les commissaires d'exposition, que ce soit une sorte de scénographie extérieure qui allait en fait refléter un petit peu ce qu'on allait retrouver à l'intérieur. Il était hors de question de reprendre des œuvres. L'idée c'était de coller au souhait du commissaire d'exposition, qui était de parler de Gauguin l'alchimiste, les différentes techniques, les différentes couleurs, les effets de volume, etc. etc. Donc voilà, nous c'est ce genre d'expérience qui nous intéresse. On a eu à faire ce genre d'expérience, par exemple, je crois que c'était sur la cathédrale de Rouen il y a une quinzaine d'années autour des impressionnistes, mais c'est très différent. Là, il y a vraiment une nécessité de trouver justement à ne pas insulter l'artiste, à ne pas insulter son œuvre, et que ce soit vraiment complémentaire avec ce qui se passe à l'intérieur. Donc il y a un gros parti pris. C'est quand même des marchés très compliqués. Ça me donne une transition pour parler d'un sujet qu'on a évoqué rapidement tout à l'heure. Le vidéomapping est beaucoup trop cher pour les institutions, beaucoup trop cher en général. Et quand on a étudié un peu le Scherzo, qui faisait partie des gros players en France, je crois qu'il faisait 2 millions, enfin je crois pas, je suis sûr, il faisait 2-3 millions d'euros de chiffre d'affaires, on se rendait compte que 80% de ce chiffre d'affaires était dédié à la technique. Or, quand on fabrique des contenants, il faut investir, à mon sens, dans les contenants. Donc on a essayé de réfléchir un petit peu à la bonne façon de réussir à réinvestir davantage sur les contenants, sur les contenus, autant pour moi. Et réinvestir sur les contenus, c'est investir c'est donner de l'argent à des artistes pour qu'ils puissent travailler, qu'ils aient du temps pour le faire, etc. Donc on a créé un dispositif tout bête. Vraisemblablement, c'était passé par la tête de tout le monde, mais personne ne l'avait mis en place. C'est un dispositif, un camion de projection qu'on a breveté. C'était assez compliqué. On a mis 1 an et demi à mettre en place ce dispositif, une sorte de truck light dans lequel on a 4 vidéoprojecteurs de 30 000 lumens, tous les logiciels avec les redondances nécessaires, etc. Un groupe électrogène qu'on peut ou pas conserver. Et donc, ça nous permet d'abord de diviser quasiment par 3 le prix de la technique dans notre spectre de métier, c'est-à-dire de la projection, essentiellement projection extérieure sur des bâtiments, de petits bâtiments. On a fait la pyramide du Louvre avec un dispositif, et puis l'Arc de Triomphe, on peut le faire avec 3 ou 4 dispositifs. 3 dispositifs suffisent. Et ça nous a permis d'orienter l'argent vers les contenus.
parce que nous, on est là pour fabriquer des contenus et pas pour j'allais dire, nourrir les sociétés qui sont propriétaires de parcs énormes de vidéoprojecteurs. Donc en faisant ça, ça nous a permis de réinvestir davantage, de pouvoir relancer des concours et puis d'avoir des actions de mécénat avec des artistes qui, comme je le disais tout à l'heure, ne sont pas forcément des artistes du vidéomapping ou des techniciens artistes du vidéomapping, mais des gens de tous horizons, et ça nous permet de faire des expérimentations. Sur le projet qu'on voyait tout à l'heure, la projection sur du verre, on est en train de travailler sur la projection sur de l'eau, sur les végétaux, on en a déjà vu, mais l'idée c'est qu'on puisse pousser ça, donc on a notre propre, j'allais dire, outil d'expérimentation, et ça c'est super parce que ça nous permet d'accueillir des soirs où on fait des tests, d'accueillir plein d'artistes, ceux qui veulent. Ils viennent avec des idées, ils viennent avec leurs projets personnels, et puis ça nous permet de partager ça avec eux. Donc moi je lance un peu un appel, s'il y a des artistes qui connaissent le vidéomapping ou pas, qui souhaitent venir bosser avec nous, expérimenter des choses, ça nous intéresse beaucoup. Et ça on peut le faire que parce qu'on s'est affranchi de ces contraintes financières énormes du vidéomapping en général. Sur le schéma qu'on a découvert chez Scherzo, 75 à 85% des budgets étaient consommés en location de matériel et en manutention de matériel. Accessoirement, je ne sais pas si c'est un sujet direct, mais nous on est assez sensible au sujet de l'environnement. Et maintenant, avec les dispositifs qu'on a, on a un système qu'on est en train de mettre au point qui va fonctionner uniquement au GNL. Donc on aura un bilan carbone zéro à chaque fois qu'on va aller. Donc pas de grue, pas de semi-remorque, pas de matériel. Donc ça c'est aussi important pour nous, je pense pour l'image de notre métier, d'être hyper respectueux. On a beaucoup de contraintes aussi juridiques et techniques en France qui sont légitimes pour beaucoup d'entre elles, même si c'est un peu long. Il y a des points de réglementation, il y a des accords qu'on peut éviter dans certains cas, et dans le cadre notamment des dispositifs de sécurité type Vigipirate, on peut dégager le dispositif en même pas 10 minutes, un quart d'heure. Donc avec ce dispositif-là, on peut faire plus de projets, on peut faire plus d'expérimentations, et puis on peut délirer un petit peu, et puis sortir un petit peu des contraintes un peu cadrées, normées. Oui, on a plus de liberté. Ou des cartes postales, comme on disait aussi ce matin, non? Diversifier un peu le contenu. Je vous remercie beaucoup. Maintenant, je crois que pour respecter les délais qui sont assez limités jusqu'à la fin de la soirée, on peut ouvrir maintenant la discussion aux participants dans la salle. Ou si Donato, vous voulez ajouter quelque chose? Il y a quelque chose en fait que j'aimerais partager avec vous. En fait, c'est une vidéo. Donc c'est très très court, mais pour vous montrer. Je ne sais pas s'il y a des questions. Ah oui.
Oui, bonjour. Une question sur le patrimoine, parce que vous parlez du grand patrimoine, de l'histoire, mais on a aussi le petit patrimoine, le patrimoine humain. Je pense au travail de Complexe Capharnaüm, je pense au travail de Montréal en histoire aussi, sur un parcours dans le Montréal un peu oublié, dans le vieux Montréal, et où on reprend des histoires des gens qui vivaient dans ces maisons sans qu'on soit dans le grand patrimoine. Voilà, c'était juste pour dire que ça élargit aussi la vision du patrimoine et ça le met en vie, y compris un patrimoine récent, d'une autre manière dans l'espace où il était, en fait, où ces gens étaient là. Oui, puis on n'a pas eu beaucoup de temps pour présenter, mais bien sûr, il y a aussi toutes sortes. On a été plus dans le patrimoine classique ou dans le patrimoine très contemporain. Il y a le patrimoine aussi industriel. Il y a, on a abordé un peu le patrimoine immatériel, comme ça, comment il peut être transmis aussi le geste, non, avec la conférence de ce matin, les métiers, le savoir-faire. Donc, il y a des grandes possibilités qui s'ouvrent et en fait, je crois que maintenant, il y a place à réflexion aussi, à savoir comment on intègre, comment on s'intègre dans ce passé-là et qu'est-ce qu'on veut en transmettre grâce aux technologies qui sont un outil, un appui, peut-être un nouveau langage, mais pour quelque chose qui serait réfléchi avant. Je ne sais pas si vous voulez commenter. Avez-vous une autre question? Oui. Oui, bonjour. Je voulais savoir s'il y avait des aides à la création, justement pour le mapping, comme il en existe pour le cinéma. Avez-vous un lieu en particulier? Italie, France, Espagne, Catalogne? Plutôt en France. À ma connaissance, non. Il y a des initiatives de villes qui veulent, on en a parlé ce matin, qui soutiennent le mapping, mais à ma connaissance, je ne crois pas qu'il y ait de subventions dédiées à la création. Je ne crois pas. Enfin, Et en Catalogne, on a des bourses, de l'argent qui est disponible pour les films, des films qui sont montrés ensuite dans les cinémas ou à la télé. Et puis, il y a une autre ligne budgétaire pour les travaux ou les projets qui ne correspondent pas à ce genre de projet-là, qui ne rentrent pas dans cette case. L'an dernier, en fait, on n'a eu absolument aucun argent pour ce genre de projet. En Catalogne, en tout cas, habituellement, on a... pour les travaux expérimentaux visuels, il n'y a pas beaucoup d'argent, il n'y a pas beaucoup de subsides, pas beaucoup de subventions, mais on peut aussi se tourner vers les banques ou d'autres acteurs privés qui peuvent parfois fournir du financement pour ce genre d'expérience. Et le mapping reste en Espagne quelque chose qui est suffisamment populaire pour obtenir des subventions. Même si ces derniers temps, peut-être que... les choses ne se sont pas forcément très bien déroulées. Donc la question répétée, y a-t-il du financement gouvernemental? On en parle tous les ans. On a plusieurs projets de très bonne qualité qui obtiennent beaucoup plus d'argent, d'autres qui en obtiennent très peu. Donc les flux financiers sont souvent concentrés sur certaines zones ou dans certains grands musées. Actuellement en Italie, les petits musées souffrent un petit peu de ce manque de financement. Effectivement, c'est un problème. On espère que les choses vont s'améliorer. Alors, ici en France, il existe certaines aides pour les artistes, notamment les résidences qui sont organisées par les rencontres audiovisuelles qui ont lancé un appel à projet. Il y a des artistes qui sont là qui ont été là pendant un mois. Et c'est, je pense, une réelle aide pour la création, pour le vidéomapping. Alors, sans trop m'avancer également, je pense qu'au niveau du CNC, il y a des aides particulières pour la recherche et les pré-projets, en fait, la pré-production. Pas spécifiquement pour le vidéomapping, mais ça peut rentrer dans certains appels à projets. Il y a une question en avant.
fait, je voulais dire juste un commentaire. Je crois que s'il y a les artistes ont accès à des subventions en général pour différents projets dans différentes disciplines. Et plus il va y avoir de projets qui incluent du vidéomapping, plus les gouvernements ou les fonctionnaires vont être sensibles à cet état des choses. Il faut laisser le médium évoluer. On est au début d'un nouveau langage. Il y a de plus en plus de projets qui existent en vidéomapping. Si on regarde à Montréal, par exemple, avec ce qui se fait dans le quartier des spectacles, on a plus d'une dizaine d'édifices qui sont quasiment mappés à l'année longue sur différents projets, et le quartier des spectacles reçoit des subventions pour faire des appels aux artistes, pour créer des contenus. Donc j'imagine que, en tout cas c'est mon souhait, que plus d'artistes vont faire des demandes qui vont aller dans ce sens-là, ou vont s'associer à des projets qui font des demandes de financement pour le vidéomapping. C'est quelque chose qui va établir de nouvelles règles et qui va peut-être évoluer dans les formulaires qui sont proposés pour des demandes de subventions, aussi bien pour les artistes que pour des centres qui soutiennent les artistes. Je fais référence à la SAT ici en particulier. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, en avant. Bonjour, Jean-Baptiste Mulot, lightzoomlumière.fr. Alors j'ai une question pour Monsieur Sierra. Alors j'avoue que la traduction n'était pas très efficiente au moment où vous êtes intervenu, donc j'ai pas tout compris. Mais pour ce qui est du mapping vidéo sur la fresque, est-ce que déjà la fresque est encore en place et il est projeté dessus? Et si tel est le cas, j'aimerais savoir quelles sont les précautions que vous faites pour la préservation des œuvres de la fresque, puisque on sait que les œuvres d'art, surtout anciennes et surtout les fresques, c'est quand même, il y a un nombre d'heures de lumen par an, même par période de 10 ans sur certaines pièces. Il y a des histoires d'assurance, etc. sur d'autres pièces. Et c'est la question que je pose aussi à nos amis italiens. Voilà, quelles sont les précautions à prendre? Merci. Oui, je pense que c'est la deuxième question. La deuxième question est liée à la première, en fait, en ce qui concerne les premières semaines de travail. Il y a 10 ans, on a essayé de le faire, mais les projecteurs à l'époque n'étaient pas de qualité suffisante pour nous permettre de ne pas endommager les œuvres. Donc aujourd'hui, c'est possible. Ensuite, la question, on a fait un test pour ce qui est de la quantité de lumen avec un centre de conservation. On a travaillé avec des conservateurs et on s'est rendu compte que le mapping émet moins de lumière en réalité que l'éclairage normal dans l'église. Donc en réalité, la peinture était presque protégée par le mapping plutôt que d'être endommagée par lui, parce que l'éclairage habituel dans l'église était de la lumière blanche, alors que la lumière que l'on projette était plutôt bleue, et donc on a nettement moins d'agression en fait sur les couleurs. Donc vous pouvez le voir d'ailleurs sur la vidéo, que quand vous avez vu le cercle à la fin qui s'agrandissait, on peut voir qu'on a l'impression que les choses deviennent plus lumineuses. Et c'est la différence entre le mapping et l'éclairage habituel de l'église, comme je l'ai dit. C'est dans l'autre en fait, mais c'est pas grave, c'est pas très important. Quand on rentre dans l'église et que le mapping est lancé, les portes sont fermées. Et je pense que... Non, vraiment, laissez tomber. Je pense que... On a 1, 2, peut-être même 3 minutes de quasi-obscurité, ce qui permet aux yeux du spectateur de s'adapter un petit peu au changement de conditions lumineuses, et on a très très peu de lumière pour ce mapping-là. On n'a pas vraiment eu besoin de spots énormes ou de quantité de lumière énorme. On a eu une lutte entre les architectes et les mappeurs, notamment en ce qui concerne les fenêtres, parce que les mappeurs voulaient fermer les fenêtres, bloquer toute la lumière du jour, et les architectes, quant à eux, souhaitaient avoir un éclairage de 5% pour pouvoir malgré tout voir l'architecture en même temps que le mapping, parce que bien sûr c'était important pour nous.
que le public puisse bien comprendre que ces peintures ne sont pas des peintures. Ces peintures font partie de l'architecture, font partie de cette église. En réalité, les peintures sont vraiment des actrices du lieu. Et c'est l'un des principaux objectifs de l'intervention, c'est de créer une continuité à l'histoire du bâtiment, avec ces peintures, avec la pierre, avec aussi cette peinture blanche dans certains cas. Mais la conservation, la question de la conservation a été posée très clairement. C'est quelque chose qui nous a inquiétés au départ et puis nous avons trouvé cette solution. Nous nous sommes rendus compte de cela. Quant à nous, nous avons travaillé sur une réplique. Donc le problème, on ne l'a pas eu, c'était une copie. Nous travaillons maintenant sur une autre tombe avec une autre fresque. Et dans ce cas-là, si nous voulons travailler sur l'œuvre directement, ça pourrait être un problème. C'est une tombe qui est en souterrain, donc on n'a jamais eu d'agression par la lumière du jour. On va essayer de faire en sorte qu'il y ait très très peu de lumen pour faire en sorte de ne rien endommager. On a demandé au conservateur son autorisation, bien entendu, et on essaye de s'assurer de ne pas avoir d'effet néfaste sur les pigments de la fresque. Vous pouvez voir ici quelques images, ça ce sont les fresques, et les pigments sont toujours là et n'ont pas vraiment pâli. Ils sont encore en bonne condition, on peut y projeter encore peut-être jusqu'à 3 minutes par semaine, on peut faire une projection, ça n'est pas si grave, ça n'est pas si terrible. Encore une fois, c'est une fresque très bien préservée étant donné qu'elle n'est pas exposée à la lumière du jour. Donc il n'y a pas de dégradation supplémentaire infligée aux pigments. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui. Bonjour, Jonathan Hector, curateur pour la ville de Bruxelles. J'ai moi-même réalisé un projet sur Bruegel, un mapping en extérieur. Et j'avoue que ce n'était pas du tout simple d'être pris entre les créateurs du mapping et des conservateurs de musées d'un côté. Et pour vous, quels sont les points clés pour arriver à un projet qui, quelque part, à la fois soit entre l'événementiel et qui, quelque part, soit une valeur ajoutée quand même par rapport à l'œuvre d'origine? Comme je l'ai expliqué plus tôt, en fait, il y avait avec moi une grande équipe de conservateurs, en fait. On avait constitué cette équipe qui nous a permis de travailler. Et pour moi, d'après moi, en fait, le point de départ, c'était assez compliqué à l'origine, parce que dans le cas des deux sites, on a dû se concerter. Il y a eu un gros travail de concertation en fait à l'origine. Et on a dû rester en fait sur place pendant des jours et pour essayer en fait de se mettre d'accord et essayer de comprendre en fait comment les fresques avaient été réalisées et sur le site, avec l'aide des conservateurs, en fait, je ne sais pas trop comment l'expliquer, mais en fait, ce sont des gens qui sont pas forcément qui n'ont pas forcément un parcours classique, et qui étaient complètement ouverts à l'innovation. Et quand on est en fait un historien vraiment strict, bon, c'est peut-être un petit peu compliqué d'avoir une vision ouverte, mais là en fait, fort heureusement, je travaillais avec des gens qui étaient un petit peu sur la frontière entre histoire et jeux vidéo et qui étaient un petit peu à la limite en fait de leur discipline et qui n'avaient aucune hésitation en fait à franchir cette limite et puis à essayer d'innover et d'essayer de nouvelles techniques. Et cette connexion en fait ce lien en fait s'est renforcé
au fur et à mesure en fait de la constitution de notre travail. Et les conservateurs, en fait, bon, ce que j'attends des conservateurs, en fait, bien évidemment, c'est de faire leur travail de conservateurs. Mais voilà, en fait, chacun avait un rôle bien défini, même si l'approche pouvait être ouverte. Et j'attendais en fait des différents membres de mon équipe de faire leur travail, de le faire bien, mais de participer en fait sur un travail collectif. Et en fait, on n'hésitait pas à se concerter. On s'est disputé d'ailleurs plusieurs fois sur la façon dont on allait éclairer le bâtiment, mais au final, en fait, on était tous d'accord et on avait la même vision. Et il y avait peut-être des différences très sensibles en fait sur l'approche qu'on voulais apporter, mais finalement, on était suffisamment d'accord. Vraiment d'accord avec ce qui vient d'être dit, mais je pense qu'il y a deux types de sujets. Il y a un sujet où, par exemple, la communication patrimoniale va se faire sur une histoire. Dans ces cas-là, il y a des gens qui connaissent l'histoire, il faut essayer de l'accompagner. Et dans ces cas-là, l'artiste doit peut-être se mettre un peu en retrait, ou en tout cas ouvrir les chakras pour bien comprendre ce qui se passe, et puis pas arriver avec une idée préconçue. Il y a l'autre situation de valorisation de patrimoine, ça peut être un geste artistique, l'artiste à carte blanche, dans un cadre très large, mais l'artiste à carte blanche, auquel cas, dans ces cas-là, c'est l'artiste qui prend la main. Mais je pense que c'est important. Alors, est-ce qu'on parle d'artiste dans un cas et d'artisan dans l'autre cas? Je ne hiérarchise pas, mais il y a des fois où, à vouloir ne pas accompagner les exigences d'un conservateur ou d'un commissaire d'exposition, on fait se télescoper les égos et puis on n'arrive pas à sortir un joli projet. Donc voilà, moi j'aurais tendance à dire, dans un contexte purement historique ou même architectural, on peut raconter l'histoire, l'architecture d'un bâtiment. Il y a des experts, faut les écouter, il faut que l'artiste mette son ego dans sa poche et puis accompagne. Je pense que le projet en sera plus beau. Et puis il y a des fois, on est vraiment carte blanche. Et puis voilà, nous on essaye de faire les deux parce que le fait d'avoir des projets carte blanche, ça donne des idées. Et nous on a remarqué qu'il y a un effet moutonnier qui est terrible. Des gens qui nous appellent, alors ça peut être des collectivités ou ça peut être des marques, pour nous dire « Ah, on a vu ça, c'est super ». On veut la même chose, parce qu'il n'y a absolument aucun intérêt. Quand on fait un spectacle, par exemple, en animation avec une équipe des Gobelins, dont certains travaillent chez nous, qu'on va faire entre 12 et 24 dessins à la seconde sur un spectacle de 20 minutes, on le fait une fois, c'était une expérience, c'est super, après on passe à autre chose. Et là, on était dans un environnement où on devait concilier des messages et puis l'environnement d'un artiste, donc des gens qui ont réussi à se parler. Je pense que ça peut marcher, mais ça dépend aussi du contexte et de la demande. Il n'y a pas un vidéo mapping prédéfini sur un bâtiment. On peut raconter plein de choses. Une autre question? Une dernière? Sinon, peut-être que s'il n'y a pas d'autres questions... pardon, j'avais pas vu. Voilà. En fait, il y a 3 questions, ça fait un peu beaucoup. Il va falloir se battre. Bon. Peut-être quelqu'un qui n'a pas encore parlé. Bonjour, je voulais poser une question à Philippe Ligaud. Vous aviez l'air vous nous disiez que du coup vous étiez en recherche d'artistes qui n'étaient pas forcément dans ce domaine du vidéomapping. Outre la barrière du coût du matériel, est-ce qu'il y a d'autres difficultés qu'ils peuvent rencontrer? Je pensais au logiciel par exemple. Je voulais savoir quelles étaient les difficultés qu'ils pouvaient rencontrer. Non, il n'y a pas de difficulté. Alors c'est sûr que c'est parfois plus facile. On a une petite vidéo d'un projet un petit peu loufoque qu'on a fait avec le Palais Tokyo. C'est plus facile quand on est avec un vidéaste, par exemple. Mais quand je dis que l'artiste peut très bien intervenir en étant... je ne sais plus lequel c'est. Non, je ne l'ai pas. Non. C'est pas grave. Donc, c'est toujours une contrainte technique, mais la contrainte technique, en fait, elle est assez simple. Il suffit que l'artiste accepte de se mettre un peu dans une posture de directeur artistique,
et que les personnes qui vont travailler sur les logiciels se mettent complètement à sa disposition. Et puis on arrive à l'idée, c'est de retrouver exactement ce que souhaite faire l'artiste. Il n'est pas obligé de maîtriser parfaitement l'outil. On parle de danseurs, par exemple. Si on travaille avec des danseurs, on a vu ce matin des projets qui sont faits avec des danseurs. On n'a pas besoin, quand on est danseur, de savoir utiliser un logiciel pour réaliser un spectacle. Là, je parlais tout à l'heure de gens avec qui on travaille, avec des tatoueurs, des photographes, etc. L'idée, c'est qu'on retrouve... voilà, ouais, on peut montrer ça. Ce qui nous a plu dans ce projet-là, c'est une petite... ça va charger. Ce qui nous a plu dans ce projet-là, c'était en fait, on a donné carte blanche à un artiste, on ne savait pas du tout ce qu'il allait sortir. Il était soutenu par... alors, pour moi, ça c'est plus de la projection du mapping. Hein. On a tendance, je trouve, à mélanger un peu les choses. Mais bon, voilà. C'est un artiste qui s'appelle Bertrand de Zoteux, qui est un des protégés du Palais de Tokyo. C'est un artiste d'ailleurs qui est assez bien coté. Et on lui a dit, prends le projet, voilà les contraintes, fais attention à ça, fais attention au rythme, fais attention à la vitesse, ce qui est lié au bâtiment. On lui a donné un petit peu notre sentiment. J'ai de la chance d'avoir des gens dans l'équipe qui ont monté des centaines de projets. Il y en a qui sont depuis 20 ans dans la boîte et qui ont monté des centaines de projets. Donc on fait des dizaines et des dizaines d'erreurs, peut-être même plus, et qui ont appris de leurs erreurs. Et ce qui m'a amusé dans cette collaboration avec Bertrand Zoteux, c'est que les gens qui sont habitués au vidéomapping ont dit c'est pas du vidéomapping, qu'est-ce que c'est que ce truc, etc. C'était exactement l'effet escompté. Lui au départ nous a posé la même question, mais je ne sais pas utiliser ces logiciels, etc. Donc non, je crois qu'il n'y a pas de limite. Vous savez, quand on maîtrise une technique, parfois... on a tendance à pas être forcément enfin nous on a appris à utiliser des logiciels comme ça en 3 semaines, 1 mois, donc alors qu'on savait pas les utiliser avant. Il y a une espèce de tamis qu'on fait du sachant en fait qui laisse pas assez d'espace, mais pour moi c'est comme un crayon et du papier. Dans mes mains c'est catastrophique et dans les mains de quelqu'un qui a du talent ça peut faire des choses magiques. Donc il y a aucune, enfin pour moi en tout cas, il n'y a aucune contrainte technique. L'important, c'est le contenu et c'est le geste artistique. Et puis après, on revient aux égos, ce qu'on retrouve souvent dans la création, c'est des sujets d'ego après. Merci, je crois qu'on peut conclure sur... Je vous laisse conclure. D'accord, donc je remercie encore les intervenants, Donato, Valéria, Philippe et Albert, d'avoir participé à cette table ronde. Et je vous laisse la parole pour continuer cet après-midi. En tout cas, vous avez la médaille d'or parce que vous êtes la première table ronde qui finit à l'heure. Merci beaucoup.